Bonjour, continuons à corriger notre épreuve externe 2008 pour mes élèves, donc ça veut dire le dossier carnaval. Alors, la question 30. Situe le point A. Pour que le triangle ABC soit isocèle de base BC et que le triangle ADC soit rectangle en D. Réalise les constructions au crayon et ne les efface pas. Trace les triangles en bleu. Donc, on relit tout doucement. Situe le point A. C'est ça le but de l'exercice, donc on ne saurait pas le trouver tout de suite. Pour que le triangle ABC, on a déjà BC, donc on va déjà tracer BC, soit isocèle de base BC. Isocèle, c'est un qui a deux côtés de même longueur. De base BC, ça veut dire que BC, si c'était sa paire, vous voyez, sa paire, BC, ce serait sa base. Donc, le point A, pour que le triangle ABC soit isocèle de sommet A, il faut que le point A soit quelque part ici, sur la médiatrice du segment BC. Je prends mon compas, j'ouvre plus grand que la moitié, je pique C, je fais le même arc sans changer l'écartement en piquant B, j'obtiens les deux points importants ici qui vont me permettre de tracer la médiatrice du segment BC. J'ai tracé la médiatrice du segment BC parce que je sais que le point A va se trouver quelque part dessus. Mais on ne sait pas encore où. Pour le moment, il pourrait être partout. À chaque fois, quand on trace, ça ferait un triangle isocèle. Donc A, il est quelque part là-dessus, mais il n'est pas autre part sur la feuille. Il n'est que là. Deuxième triangle, c'est le ADC. DC, mais on a déjà DC, on trace DC. ADC soit rectangle en D. Ça veut dire que c'est un triangle où l'angle D, c'est un angle de 90 degrés. Pour tracer mon angle D de 90 degrés, je mets mon équerre aristo de façon perpendiculaire. Vous voyez la ligne du 90, il faut la mettre sur DC. J'avance. Je prends le point D et je pars. C'est un hasard complet si c'est tombé sur ce point-là qui était le point d'intersection de mes arcs. C'est bien malheureux d'ailleurs que c'est tombé dessus, parce que je n'ai pas envie que vous croyiez que c'est important. Vous, peut-être que votre intersection des arcs est ici, 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 ça n'a rien à voir. Par contre, notre point A doit être sur cette perpendiculaire. Donc, comme le point A doit être sur la perpendiculaire et que le point A doit être sur la médiatrice, le point A se situe ici. Le point A, c'est l'intersection de la médiatrice et de la perpendiculaire à DC. Alors, on nous a demandé de tracer les deux triangles en bleu. Donc, il y a le triangle ABC. Il est bien isocèle. Voilà le premier. Et je vais prendre un autre bleu. Le triangle ADC. Oups. Voilà. Lui, on ne voit pas bien là au-dessus. Lui, il est bien rectangle en D.
La question 31. Sur AD à jouer, la somme des points figurant sur deux faces opposées vaut toujours 7. Je monte. Des faces opposées, ça veut dire quand je passe une et celle d'en face. Ça, c'est des opposés. Et si j'additionne le nombre qui est en dessous de chaque doigt, ça va faire 7. Regardez, en dessous de ça, c'est 4. Je passe, je tourne, et en dessous de l'autre doigt, c'est 3. 4 plus 3, ça fait 7. Je peux le faire, voilà, ici, si je l'attrape comme ça. Donc là, c'est 6. Regardez si je tourne. De l'autre côté, c'est A. 6 plus A, ça fait bien 7. Et ça marche tout le temps. Donc si je pèse comme ça, si je regarde ici, là j'ai... Je ne sais pas où mettre mes doigts pour ne pas que vous croyiez que je triche. Là, c'est 2. Et si je passe et que je tourne, hop, là c'est 5. 2 plus 5, 7. Donc ça marche tout le temps. Les faces opposées doivent avoir la somme qui est égale à 7. Ça va? Donc voilà. Celui-là, si on le développe, il devient ce développement-là. Donc on nous dit que voilà le développement et on nous demande de compléter par des petits points. Et on nous a dit que la somme, ça vaut 7. Alors, si on l'a ouvert, ça veut dire que lui et lui sont des carrés opposés. C'est, voilà, 3. Il est là le 3. Ceci, c'est comme si j'avais levé ce côté-là pour ici, levé ce côté-là pour ici. D'ailleurs, regardez, si je lève, j'ai bien le 2, comme là. On a compris que ça devait faire 7. 2 plus combien égale 7? 2 plus 5. 1, 2, 3, 4, 5. On vérifie. Et oui, c'est bien 5. Vous voyez, donc on a bien 5 qui est là, 3 qui est là et 2 qui est là. Donc, toujours comme ça. Alors, là au-dessus, on me dit que c'est le A. Je vais regarder sur le mien. Oui, c'est vrai, vous voyez, c'est le A. Alors, ça c'est le A. Puis là, il y a le 3. Puis ici, il y a la face qui est en face du A. A plus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vérifie. Hop, oui, c'est bien 6. Oui. 1, 3, 6. Maintenant, la face ici, c'est la face opposée à celle-ci. Parce que le 3, il y a cette face-là, et puis elle est ici. Tic, tic, tic. Donc, 3 plus combien? 3 plus 4 pour faire 7. On va voir. Donc, on a 3, 6. Voilà, c'est bien 4. À la question 32, voici un parallélépipède rectangle représenté en perspective cavalière. Si vous voulez voir mon exemple, le voilà. C'est une boîte de thon. C'est un parallélépipède rectangle. Voilà. Alors, on vous donne 3 développements et on vous demande si ça pourrait être le développement de ma boîte de thon, de mon parallélépipède rectangle. Le premier développement, on voit qu'on a une fine et longue face, puis une plus large et longue, puis une fine, puis une large, puis un petit bout sur le côté, un petit bout sur le côté. On va essayer sur la boîte de thon. Donc d'abord je l'ouvre. Puis les grandes faces, ils les ont mises en longueur. Donc moi je vais craquer ma boîte. Et voilà. Donc quand j'ai ouvert ma boîte, je la referme après, je vois que j'ai la grande face, la face plus mince, la grande face, la face plus mince. Ici sur le côté, j'ai une petite face. Là sur le côté, j'ai une petite face.
Je l'ai découpée pour qu'elle devienne comme celle-ci. Maintenant, cette face-ci aurait pu être ici, mais plus longue. Alors, ici, enfin, pas plus longue, la même, mais mise de cette façon-là. Ou elle aurait pu être mise ici. Pareil, celle-ci, elle peut se balader. Elle peut soit être dans cette position-là, là, ou là, soit alors faire et se mettre ici ou ici. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y aura toujours grande, fine, quand les trois faces ne sont pas isométriques. Je vais bien essayer de Je dépose le pied puis j'essaye de le refaire. Voilà, donc si je le refais, je le reprends, je le mets sur sa base. On ne voit rien du tout. Voilà, je referme tout. Voilà, ma boîte elle est refermée, ça va. Donc je n'ai pas triché, c'est bien le bon développement. Le premier, on lui met oui. Alors, le deuxième, ben, c'est justement l'histoire du masse, gros, masse, gros. Ici, c'est gros, gros, masse, masse. Ça ne va pas. Non. Alors ici, ben là, c'est le bonheur total. Pour un parallélépipède rectangle, il faut 6 faces. Et celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5. Il en manque une ici de l'autre côté, donc c'est non. Héloïse affirme que tout parallélogramme est aussi un losange. Pablo construit la figure suivante et dit « C'est faux, car voici un parallélogramme qui n'est pas un losange. » Pablo a-t-il raison? Oui. Explique ta réponse. Le parallélogramme de Pablo est bien un parallélogramme parce qu'il a des côtés opposés qui sont parallèles. Et ce n'est pas un losange parce que pour être un losange, il faut avoir 4 côtés de même longueur, tandis que le parallélogramme de Pablo n'a pas 4 côtés de même longueur. On l'écrit. Voilà, le parallélogramme de Pablo n'a pas 4 côtés de même longueur, d'où il n'est pas un losange. Pablo a raison. Question 34. Transformation du plan. Quelle transformation du plan peut appliquer le triangle bleu sur l'autre triangle bleu? Il y a plusieurs possibilités. Moi, la première qui me vient à l'esprit, c'est de plier ma feuille, donc de faire une symétrie orthogonale. Et si je plie ma feuille, je vais devoir plier ma feuille sur l'axe, ici au milieu, donc sur l'axe qui s'appelle CL ou bien LU ou CU. Donc, première possibilité, symétrie orthogonale d'axe CL. Je l'écris. Deuxième possibilité, je peux avoir fait glisser mon triangle de là jusque là. Dans ce cas-là, c'est une translation. La translation, attention à ce vecteur, il faut toujours partir d'un point jusqu'à son image. Donc, c'est plus facile de dire que c'est le vecteur FI. Là, c'est facile, on ne saurait pas se tromper. FI. Maintenant, si on le dit là au-dessus, il ne faut pas dire que ça va de A jusque E. C'est pas vrai. Le A, il a glissé jusque D. Ou alors le B. Ça, c'est B? Oui. Le B, il a glissé jusque E. Pour être sûr de ne pas se tromper là au-dessus, on dit que c'est une translation de vecteur FI. On ne vous demandait pas toutes les possibilités, donc une seule suffit. Hein. Donc symétrie orthogonale d'axe CL ou CU ou LU et translation de vecteur FI. Maintenant, on nous demande d'envoyer le trapèze BDHG sur le trapèze TVQP. Plusieurs possibilités. La plus flagrante, c'est de plier la feuille sur l'axe ici. Parce que si on plie là, on va prendre celui-ci et le replier jusque là. Donc, c'est une symétrie orthogonale d'axe JN ou JK ou JL, JM, KL. Enfin, vous savez bien comment on donne le nom d'une droite. On écrit 2 points qui sont sur la droite.
Donc ici, symétrie orthogonale d'axe JN. Mais on aurait pu aussi faire une symétrie centrale de centre L. Le centre L, il est là. Si on fait une symétrie centrale, le G, s'il saute sur le centre L qui est un trampoline, ça fait hop, pouf, il retombe ici. Le H, il retombe ici. Le E, il retombe là. Le D, il retombe là. Donc c'est bien une symétrie centrale de centre L. Ou alors une rotation, mais si vous avez d'autres possibilités, ne partez pas dans les rotations. Si c'est une rotation, il va falloir dire que c'est une rotation de centre L, de sens, soit vous voulez tourner comme ça, c'est de sens négatif, soit vous voulez tourner comme ça, c'est de sens positif, et vu qu'il est en face, c'est d'amplitude 180. Mais le but en maths n'est pas de se compliquer la vie, hein. Donc ne choisissez pas la rotation quand il y a moyen de s'échapper en faisant autre chose. Donc symétrie orthogonale d'axe JN ou symétrie centrale de centre L. Maintenant, on va colorier les deux derniers polygones. Donc voilà le FGLKOJ et l'autre c'est le RQLMIN. Ici, on ne saurait pas faire une symétrie orthogonale, on ne saurait pas plier, on n'irait pas un sur l'autre. Le seul moyen, c'est de faire du trampoline, donc du trampoline sur L. Si on fait du trampoline sur L, on fait encore une symétrie centrale de centre L. Regardez, L, il saute, il reste sur place. Le K, il fait pouf, pouf, M. Le G, poum, poum, ça retombe bien. Celui-là, poum, poum. Celui-là. Voilà. Donc, symétrie centrale de centre K. On sait bien qu'à chaque fois que c'est une symétrie centrale, on peut écrire que c'est une rotation de 180, mais on va rester sur symétrie centrale, c'est plus simple. Symétrie centrale de centre L. Observe la figure ci-dessous. Elle est composée d'un cercle et d'un carré MNPL inscrit dans ce cercle. D'après les informations présentes sur la figure, complète les phrases suivantes. Grand C est un cercle de tatata O. C'est de centre O. Puis le segment MO est un rayon du cercle. Le triangle PON est à la fois, et on demande deux adjectifs. Le triangle PON, on voit qu'il a ici un angle droit. Donc, il est à la fois rectangle et on voit qu'il a deux côtés de même longueur. Pourquoi est-ce qu'ils sont de même longueur, celui-ci et celui-ci? Parce que ON et OP sont des rayons du cercle. Et le cercle, il a tous ses rayons de même longueur. Donc, ON et OP ont la même longueur. Si un triangle a deux côtés de même longueur, il est isocèle. Question 36. Dans le triangle ABC ci-dessus, on sait que l'angle BCA mesure 50 degrés. C'est celui-ci. E est un point du segment BC. Et l'angle EAC mesure 40 degrés, ici. F est un point du segment BC, le voilà. Les droites GF et BC sont perpendiculaires. GF et BC sont perpendiculaires. Et là, on met un petit angle droit parce que c'est une donnée importante. Moi, je mets même de chaque côté. Si jamais je ne faisais pas attention après en faisant mon exercice. Justifie chacune des affirmations suivantes. Première affirmation, on vous dit l'angle AEC est droit. AEC, c'est celui-ci. Alors, vous ne pouvez pas dire oh oui, c'est vrai, je le vois. C'est clair qu'on le voit, mais on ne peut pas dire comme ça. On doit trouver un moyen de le prouver que celui-ci doit mesurer 90 degrés et pas autre chose. L'angle E, il fait partie du triangle AEC.
Et nous, on sait bien que la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle vaut toujours 180 degrés. Donc, comme on a déjà ici 50 degrés et là 40, ça en fait déjà 90. Il manque encore 90 pour arriver à 180. On écrit le petit calcul. Donc, on écrit ici qu'on est en train de chercher l'angle AEC, celui-ci. Donc, AEC, c'est un angle. On cherche son amplitude. C'est égal à, je sais bien qu'en tout, ça doit être 180, la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle, moins 40, qui est l'angle A, je vais l'appeler A1 pour avoir facile, l'angle A1, moins 50, qui est l'angle C. Donc, ça fait 180 moins 40 moins 50 degrés, c'est égal à 90 degrés. On n'oublie pas d'écrire en dessous, car la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle vaut toujours 180 degrés. Je le redis encore une fois. Car la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle vaut toujours 180 degrés. Cette phrase doit être au fond de votre cerveau, elle doit ressortir tout le temps. Maintenant, on nous demande de prouver que la droite AE, qui est ici, est parallèle à la droite FG, qui est là. Oui, je sais, on le voit, mais on doit le prouver. Alors, on vient quand même, nous, de calculer l'angle ici et de trouver que c'était 90. Donc ça, on peut l'affirmer maintenant que c'est un angle droit. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour prouver que cette droite-là est parallèle à celle-là? Parce qu'on ne nous l'a pas dit. Nous, on le voit, parce qu'on est logique, mais on ne nous l'a pas dit. On doit se baser sur les petits renseignements ici, les angles droits. C'est une phrase qu'on connaît, qu'on a dû étudier. Regardez, si cette droite-ci est perpendiculaire à celle-ci, que cette droite-ci est perpendiculaire à celle-ci, eh bien alors, les deux droites ici sont perpendiculaires. La phrase qui dit ça, c'est « dans un même plan, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. » Je recommence. Dans un même plan, si deux droites, ces deux-là, sont perpendiculaires à qui? À une même troisième. Alors, elles sont parallèles entre elles. On l'écrit. Donc, AE perpendiculaire à BC, GF perpendiculaire à BC, d'où AE parallèle à GF. Car dans un même plan, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Vous n'avez pas beaucoup de place pour écrire parce que j'ai fait des réductions. Le vrai CEAD est plus grand. Là, je ne pouvais pas user plein de feuilles, c'est pour ça que c'est petit. Un magasin spécialisé en informatique fait des promotions. Il accorde une réduction de 15% sur un portable affiché à 920 €. Calcule le nouveau prix, écrit tous tes calculs. On va d'abord faire la réduction, les 15% de 920. Donc on écrit 15% de 920. On peut déjà enlever un 0 là et un 0 là. Et puis on fait le calcul. 15 fois 92 divisé par 10 et on trouve 138. « 138 €, ce n'est pas le nouveau prix, c'est ce qu'on va payer en moins par rapport au prix habituel. Donc d'habitude, il coûte 920 €. Donc pour avoir le nouveau prix, il faut faire 920 moins les 138. C'est égal à 782 €.
Alors, question 38. La superficie de la Terre est de ceci kilomètres carrés. Elle est répartie de la manière suivante. Il y a 29% qui sont des terres et le reste, ce sont des océans et des mers. Puis on vous dit ici plein de pourcentages. Et alors on vous dit quel pourcentage de la planète est couvert par les océans et les mers. On repart dans l'énoncé. Et on voit qu'en réalité, on n'a pas besoin de tout ça. Regardez ici. Elle est répartie de la manière suivante. 29% sont des terres. Et le reste, des océans et des mers. S'il y a 29% qui sont des terres, le reste, c'est quoi? C'est 100% moins les 29%. Donc ici, il faut juste faire 100% moins 29%. Et ça fait 71%. Donc tout ceci n'intervenait pas pour cette réponse-ci. Alors, quelle est la superficie occupée par les terres? On nous a bien dit que les terres, c'est 29%. 29% de quoi? De ce nombre-ci. Donc, comme on vient de faire au-dessus pour la réduction de l'ordinateur, ici, c'est pareil. Il faut faire les 29% de ce nombre-là. Donc, on écrit son calcul. On enlève les deux zéros et les deux zéros. Et puis, on prend sa calculatrice, parce que ça, c'est la partie avec calculatrice autorisée, et on fait 29 fois ce nombre. On trouve 42 891 000. 42 891 000. Voilà. J'enlève quand même les zéros malgré que j'ai droit à ma calculatrice parce que c'est toujours bien d'avoir des petits nombres en moins à écrire dessus. Avant de faire l'exercice 39, il faut un petit rappel de français. Si vous avez par exemple une interro sur 10 et que votre maman vous a dit pour avoir un cadeau, il faut que tu fasses plus que 6 sur 10. Plus que, ça veut dire que vous devez rentrer chez vous avec 7 ou bien 8 ou bien 9 ou 10. Maintenant, si elle vous dit tu dois faire au moins 6, dans ce cas-là, elle veut bien que vous fassiez 6, 7, 8, 9 ou 10. Donc dire plus que 6, on ne veut pas 6, on veut plus, donc on veut 7. Dire au moins 6, on veut bien le 6. Je reviens sur mon plus que 6. Ici, j'ai pris des nombres entiers. Évidemment que si on pouvait avoir des réponses avec des virgules, donc là, la maman, elle veut bien que l'enfant fasse 6,0001. Mais bon, j'ai compté que ce seraient des réponses entières. Donc, plus que 6, c'est des nombres plus grands que 6, mais pas le 6. Au moins 6, ça commence à 6 et ça va plus haut. Donc, au moins, ça veut dire 6 et plus. Deuxième exemple, on a un paquet de chics. Si on vous dit, tu peux en manger moins que 4, ça veut dire qu'on peut en manger 0, ou 1, ou 2, ou 3. Moins que 4, on ne peut pas aller jusque 4. C'est moins que 4. Maintenant, si on vous dit, tu peux en manger, mais au plus 4. Ça veut dire qu'on peut ne pas en manger, mais on peut en manger 1, 2, 3 ou 4. Parce que au plus 4, si on a vraiment envie, on peut aller jusqu'au maximum qui est 4. Donc il faut bien comprendre ça, enfin bien retenir que plus que 6, on ne prend pas le 6, on prend plus. Au moins 6, on peut se contenter d'avoir 6, mais on peut avoir plus. Moins que 4, ça ne va pas jusque 4. Au plus 4, on peut en prendre, mais on doit s'arrêter à 4. À moins que, au plus, on fait moins, oui, et au moins, on fait plus. C'est un peu tordu. Bon, on va répondre maintenant à la question 39.
Voici les résultats d'un contrôle de mathématiques dans une classe de 2e secondaire. Nombre d'élèves, donc ça ce sont les élèves. Résultats sur 10, donc 1 sur 10, 2 sur 10, etc. Question 1. Combien d'élèves ont obtenu un résultat de 2 sur 10 à ce contrôle? Résultat, c'est ici. 2, c'est ceux-là. C'est ça, 2 sur 10. Combien est-ce qu'il y a d'élèves qui ont eu 2 sur 10? 1, 2, 3 élèves ont eu 2 sur 10. Donc on écrit qu'ils sont 3 à avoir 2 sur 10. Deuxième question. 6 élèves exactement ont eu le même résultat à ce contrôle. Les élèves, ils sont ici, ils sont 6. Donc c'est ceux-ci, les 6 élèves. Ils ont eu combien? Ils ont eu 5 sur 10. Quel résultat sur 10 ont-ils eu? Ils ont eu 5 sur 10. Question suivante. Combien d'élèves ont obtenu au moins 6 sur 10? Au moins, ça veut dire que on veut savoir au moins 6 sur 10. On veut savoir ceux qui ont eu 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ils sont combien? Ils sont, hop, 7, ici, 4, là, 3, là, il n'y en a pas qui ont eu 9, et il y en a un qui a eu 10. Donc, ils sont combien en tout? Ils sont 7 plus 4 plus 3 plus 1. Ils sont 15 élèves. On le note. Alors, dernière question. Quel est le résultat moyen des élèves de la classe à ce contrôle? C'est une moyenne. Il faut additionner les points de chaque personne. Ça veut dire que le A, je ne vais pas mettre A plus 2, plus 5, plus 6, plus 7. Non, non, je vais mettre A plus 2, plus 2, plus 2, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, etc. Parce qu'il faut dire combien de fois est revenu le A, combien de fois est revenu le 2. Donc, on va écrire 2 fois 1, plus 3 fois 2, plus 6 fois 5, plus 7 fois 6, plus 4 fois 7, plus 3 fois 8, plus 1 fois 10. Et il faut diviser par le nombre d'enfants. Donc, il faut compter combien on a d'enfants. Comment savoir combien on a d'enfants? On regarde ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Je vais l'écrire ici. 26 élèves en tout. Donc, 2 fois 1, plus 3 fois 2, plus 6 fois 5, etc., divisé par 26. On le fait à la calculatrice. La calculatrice sait très bien que les fois doivent passer avant les plus, donc priorité des opérations, pas de problème. Et on se retrouve avec 5,46. C'est une moyenne et l'interro était sur 10. Donc, la moyenne est de 5,46 sur 10. Si quelqu'un l'a fait en pourcent, il peut avoir trouvé 54,62%. C'était la dernière question de l'épreuve externe 2008. Donc, votre dossier PAC est fait à moitié. Maintenant, il va falloir faire toutes les autres questions qui sont le CEAD 2011. Vous êtes bien courageux de faire tous ces exercices-là. Je vous félicite. Continuez à bien corriger vos exercices. Mais si vous étiez un chat, vous n'auriez pas tout ça à faire. Voilà ce qu'il fait, lui, pendant que nous, on travaille. À demain!